BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto. Comme tous les jours entre 15h et 15h30, on est ravis de vous retrouver. Séance aujourd'hui de questions-réponses. Vous pouvez nous écrire sur cette adresse crypto@bfmbusiness.fr. C'est notre boîte. Vous nous posez toutes les questions qui vous passent par la tête sur les cryptos, des questions de débutants, des questions d'investisseurs qui s'y connaissent très bien, des questions aussi sur le contexte. On parle de tout. On vous répond évidemment tous les jeudis entre 15h et 15h30. Aujourd'hui, avec Morgane Henneland, fondatrice de Crypto-360. Bonjour Morgane, comment allez-vous ? Bonjour Sandra, ça va très bien, merci. Ravi de vous avoir. Emmanuel Valente est avec moi, directeur scientifique de CoinHouse. Bonjour Manuel. Bonjour Sandra. Ravi de vous avoir également. Crypto@bfmbusiness.fr. On répond aujourd'hui à vos questions. C'est parti. Morgane, il y a Cyril qui nous demande les principaux fabricants de hardware wallet, Ledger, Trezor, Tangem proposent des appareils supportant de très nombreuses cryptos, tandis que d'autres proposent des appareils ne supportant que les bitcoins. Quel est l'intérêt d'un appareil bitcoin only par rapport aux autres appareils, Morgane ? Tout à fait, donc il y a des portefeuilles qui vont se concentrer sur une seule chaîne et ça peut être la chaîne de Bitcoin et le gros avantage c'est qu'on a une surface d'attaque qui est beaucoup plus réduite. Donc en gros on a une sécurité qui est renforcée, vous avez moins de code, donc moins de bugs et donc moins de risques de failles. Alors j'ai parlé avec l'équipe de Bull Bitcoin puisque justement c'est une plateforme qui permet l'achat et la revente uniquement de Bitcoin et eux ce qu'ils recommandent comme portefeuille Bitcoin only c'est le Bitbox 02 ou le Bitbox Nova pour ceux qui sont un petit peu moins expérimentés. Et puis pour ceux qui ont un petit peu plus d'expérience, ils recommandent le Cold Card Q. Donc ça, ce sont des portefeuilles, si vous ne possédez que du Bitcoin, qui vont vous donner effectivement une sécurité qui est renforcée. Voilà pour la réponse à Cyril. La réponse précise de Morgane. Tanguy nous demande, j'aimerais connaître votre avis sur l'ascension du Monero. Cette crypto-monnaie risque-t-elle d'être interdite à cause de son caractère intraquable, nous demande-t-il Manuel. Ça, c'est la première question. Il nous parlera de fiscalité juste derrière, on y reviendra. Première réponse. Alors déjà, il faut rappeler ce que c'est que Monero. Sur la plupart des blockchains qui sont connus, tels que Bitcoin, Ethereum, Solana et autres, en fait, vous avez une transparence totale de l'ensemble des transactions. Si je connais votre adresse, je suis même capable de voir l'intégralité de toutes les transactions que vous avez pu effectuer dans le passé. Il y a un certain nombre de gens qui s'inquiètent de cet état de fait, notamment pour le respect de la vie privée, et qui ont essayé de créer, de mettre en place des blockchains alternatives qui, elles, ont une sécurisation et un anonymat complet. La plus connue de ces blockchains à anonymat, c'est Monero à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Monero ? Alors, déjà, c'est qu'effectivement, elle a eu un succès relativement intéressant au cours des quelques derniers mois, puisque si on regarde par rapport à Bitcoin, elle a fait une performance de x2. Mais si on regarde en termes d'usage, l'image est un peu moins reluisante, parce qu'à l'heure actuelle, ce qu'on voit, c'est qu'on a à peu près 1000 transactions par heure sur la blockchain Monero. C'est relativement modeste, pour des volumes de quelques millions de dollars. Par contre, si on s'intéresse à ce qui se passe sur Monero, sur les plateformes d'échange, là, on a des volumes beaucoup plus importants, à hauteur de 150 à 160 millions de dollars échangés par jour. Conclusion, ça nous apparaît davantage comme quelque chose qui ressemble à de la spéculation sur un narratif, le narratif justement des blockchains avec anonymat, plutôt qu'un véritable usage au quotidien. Le problème qu'on a sur Monero, c'est que il y a très très peu de marchands qui acceptent les paiements en Monero. Pour une raison simple, c'est que c'est relativement intraçable justement, et que ça représente des problématiques au niveau conformité. Et de la même façon, vous avez un certain nombre croissant de plateformes d'échange de crypto qui ne proposent plus le Monero à cause justement de cet aspect d'intraçabilité. Et il complète sa question en parlant des possibilités d'évasion fiscale de Monero. Qu'en est-il ? Alors évidemment, si vous avez une blockchain et des cryptos qui sont complètement intraçables et qu'il n'est pas possible d'avoir la liste des transactions qui ont été effectuées, etc., oui, vous avez des améliorations, vous avez des possibilités de faire de l'évasion fiscale, mais malgré tout, un jour ou l'autre, il faudra bien reconvertir ça en euros.
Et C'est le but quand même. Et c'est là que l'État vous attendra, puisque c'est là que ça se verra au niveau de votre compte en banque, au niveau des achats que vous aurez effectués. Donc non, je ne pense pas que Monero soit une solution pour faire de l'évasion fiscale. On vous rappelle, hein, plus vous attendez, plus l'État se met aux normes, se modernise, sort des réglementations pour plus de traçabilité. Donc c'est vrai que plus vous attendez, plus il y aura de chances qu'il y De vous ait faire attraper. un regard sur ce que vous faites. Rebecca nous demande, pensez-vous qu'on puisse retrouver un bitcoin à 17 000 $, Morgane? Oui, alors techniquement, c'est toujours possible, évidemment, puisque bon, il y a une volatilité du Bitcoin. Maintenant, honnêtement, les probabilités sont tellement faibles qu'on puisse retrouver un Bitcoin à ces environs de prix-là, que je pense pas que ça arrivera, en tout cas demain. Mais imaginons que ça arrive. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est mettre un petit ordre limite, si vous voulez quand même pouvoir profiter de cet instant qui, je pense, sera extrêmement rapide. Pourquoi? Parce qu'on aura énormément d'acheteurs à 17 000 $. Donc même si le prix avec un choc macroéconomique peut-être qui impacterait le Bitcoin serait accessible à ce niveau-là sur quelques plateformes, pour certains exchanges sur certaines paires, ça durait quelques secondes. Donc honnêtement, je pense que c'est très peu probable. Aujourd'hui, on a une maturité quand même du marché au sens large, donc je pense que les 17 000 $, on ne les verra pas demain. Manuel acquiesce de votre côté sur cette question-là. Est-ce que vous pensez que ça peut repartir si bas? Alors, moi, je dirais qu'il y aurait une possibilité si vraiment, par exemple, on avait un ordinateur quantique disponible là tout de suite et que on commençait à avoir des fuites massives de Bitcoin grâce aux ordinateurs quantiques. Là, effectivement, on pourrait aboutir à des crashs, mais sans ce genre de Black Swan event. Je suis d'accord absolument avec Morgane. Une question de Nicolas. Pensez-vous qu'un jour, nous aurons la chance de voir un ETF Bitcoin ou autre crypto au sein d'un PEA au lieu d'un CTO? Je ne parle pas d'une Bitcoin Treasury Company, je parle d'un réel ETF crypto. Manuel? Alors, il faut rappeler que le PEA, c'est quelque chose de très réglementé, de très régulé. Et à l'heure actuelle, le PEA est réservé aux actions européennes et assimilées. Si vous voulez avoir un produit dans un PEA, il faut que ce produit, ce soit au minimum 75% d'actions de sociétés qui ont leur siège dans l'Union européenne ou des indices majoritairement européens. Donc déjà, clairement, les ETF basés sur la crypto, ils ne rentrent absolument pas dans ce cadre. En plus, vous avez une directive européenne qui s'appelle la directive UCITS qui interdit les ETF monoactifs directement sur des cryptos. Donc dans un PEA, vous ne pouvez pas avoir des choses comme de l'or, des matières premières, des devises forex et malheureusement pas aujourd'hui de crypto non plus. Quelle est la solution? La solution, c'est qu'il faudrait modifier à la fois la loi française et la loi européenne. Donc vous imaginez que c'est pas déjà gagné. Et faire en sorte que les cryptos soient considérés comme des actifs financiers classiques et utilisables par tout un chacun. Dernière possibilité, éventuellement, ce serait de créer un produit financier qui serait basé sur 75% d'actions d'entreprises en rapport avec la blockchain, plus 25% de produits dérivés sur de la crypto. Mais là encore, il y a du risque, il y a des difficultés. Donc non, à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas espérer un ETF crypto. Voilà, ça c'est, on l'a dit, effectivement, on en avait déjà parlé la semaine dernière. Vous avez tous des questions à ce sujet-là. Vous nous écrivez sur notre adresse, je vous le rappelle, crypto@bfmbusiness.fr. C'est ce qu'a fait Héritier, qui nous a écrit, Morgane, et qui a dit « J'ai quelques actifs, pouvez-vous me dire dans quel portefeuille les garder pour plus de sécurité ?» On va lui faire une réponse détaillée, Morgane. Oui, alors ici, il y a deux options pour notre auditeur héritier. La première option, ça va être de s'intéresser au portefeuille natif de la blockchain qui est associé aux actifs qu'il détient aujourd'hui. Donc un exemple très concret, si notre auditeur détient du Sol, il va s'intéresser aux portefeuilles natifs qui ont été développés sur la blockchain de Solana. Par exemple, le Phantom Wallet. Si notre auditeur possède de l'ADA, il va s'intéresser aux portefeuilles qui ont été développés sur la blockchain de Cardano. Et s'il possède par exemple de l'Ether, il va s'intéresser aux portefeuilles qui ont été développés sur la blockchain Ethereum, par exemple Rabi Wallet ou MetaMask. C'est aussi valable d'ailleurs pour les ERC20, donc ça c'est tous les projets qui n'ont pas leur propre blockchain et qui se sont développés sur la blockchain d'Ethereum. On va pouvoir les recevoir sur le réseau Ethereum. Ça, c'est important de le spécifier aussi pour ceux qui ne sont pas au courant. Et la deuxième option, qui est quand même l'option la plus commune, c'est tout simplement d'avoir
un seul portefeuille qui va nous permettre de recevoir différentes cryptos qui sont sur différentes blockchains. Et donc, typiquement, dans ce cas-là, moi, ce que je recommande souvent, c'est les portefeuilles de type froid. Les deux marques mondiales, c'est Ledger et Trezor. Dans ce cas-là, il va y avoir une ouverture de portefeuille qui va être réalisée. Il va recevoir 24 phrases de récupération et elles sont capitales, ces 24 phrases de récupération, parce qu'en fait, c'est ça qui va lui donner accès à ses clés privées. Et je rappelle que le rôle des clés privées, c'est justement de pouvoir prouver sur la blockchain que je suis bien le véritable propriétaire de mes actifs. Donc ça, ce sont les deux choix aujourd'hui qui s'offrent à notre auditeur. C'est soit les portefeuilles natifs par blockchain ou alors un portefeuille qui va lui permettre de recevoir ces différents actifs parce qu'il permet effectivement d'intégrer ces différentes blockchains. Vous pouvez peut-être nous réexpliquer, Morgane, le fait que c'est un choix d'investisseur. Il faut se connaître en tant qu'investisseur, savoir si on préfère avoir la responsabilité de détenir en propre ces cryptos ou de la laisser, cette responsabilité, avec peut-être pour certaines plateformes les risques que cela comporte, gérée par la plateforme. Oui, totalement. Ici, comme la question était quel portefeuille choisir si j'ai différents actifs, c'est vrai que je suis partie tout de suite sur l'idée de la self-custody, donc être propriétaire de ses clés privées. Mais effectivement, à partir du moment où vous n'êtes pas certain que vous puissiez faire la gestion de vos 24 phrases, parce qu'effectivement, c'est là où le bas blesse peut-être pour certains, il faut vraiment être 100% responsable en fait de nos actifs. Si vous ne vous en sentez pas capable, effectivement, il y a des plateformes qui peuvent totalement prendre en gestion pour vous en custody. Ce sont des exchanges custodiennes et ils vont prendre en gestion pour vous vos fameuses clés privées, en sachant que sur Ledger aussi, je le rajoute, il y a aussi maintenant une possibilité de faire confiance à, je pense que ça s'appelle Ledger Recovery, si je ne me trompe pas. Moi, je ne l'utilise pas personnellement, mais je sais que ça existe justement pour les personnes qui pensent peut-être perdre leurs fameuses clés privées. Effectivement, c'est ça, il faut se former, il faut s'intéresser à la question et se poser la question. Vous qui êtes chez Coinhouse, Manuel, c'est vrai que Morgane nous parle beaucoup souvent des clés extérieures. Vous, votre avis, quel est-il pour la conservation ? Moi, je pense que les gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience sur le monde de la crypto gagneraient à laisser leur crypto à une plateforme dont c'est le métier, avec des ingénieurs de sécurité qui sont là pour sécuriser au mieux leurs avoirs. Oui. Alors que les gens qui ont déjà beaucoup d'expérience sur le marché, ils peuvent se permettre davantage de faire l'effort nécessaire, parce que, comme le Morgane le soulignait, il y a un effort nécessaire en termes de gestion de sa propre sécurité à avoir son propre wallet. Et donc, lorsqu'on a plus d'expérience, ça peut être intéressant d'avoir son propre wallet. On rappelle que si vous choisissez la plateforme, choisissez-la agréée par, évidemment, les nouvelles réglementations. C'est aussi pris en compte dans les réglementations, cette sécurisation de vos actifs, cette sécurisation des plateformes. Sam nous demande, que pensez-vous de l'offre de trading sans frais offerte par Neverless ? Manuel ? Alors, il y a une règle d'or de l'investissement, c'est vraiment la règle numéro 1, c'est que si c'est trop beau pour être vrai, c'est qu'il y a un problème quelque part, il y a un loup. Oui. Donc, forcément, une entreprise telle que Neverless ou n'importe quelle autre entreprise, elle est quand même là pour gagner de l'argent. Donc effectivement, vous pouvez trouver des entreprises qui vont vous offrir du trading sans commission, avec une commission vraiment à 0%. Mais ça veut dire, bien évidemment, que l'entreprise doit y trouver son compte quelque part et doit pouvoir gagner de l'argent d'une autre façon. La plupart des entreprises, la plupart des exchanges vont travailler sur de la commission. Quand on a une commission à 0%, ça peut valoir deux choses. Donc la première possibilité, c'est que c'est une opération commerciale et que c'est à temps limité. À temps limité pour attirer de la clientèle, ce qui est tout à fait compréhensible et tout à fait logique. L'autre possibilité, et je pense que c'est le cas chez Neverless, c'est que y a une sorte de produit d'appel, c'est-à-dire qu'on va vous offrir des commissions à 0% pour vous attirer vers un produit qu'ils proposent qui s'appelle leur produit stratégie. Alors le produit stratégie de Neverless, c'est une sorte de hedge fund qui va prendre votre capital et qui va aller l'investir sur différents services où ils vont pouvoir faire de l'arbitrage, où ils vont pouvoir faire du prêt dépôt, ce genre de choses. Alors c'est pas négligeable parce qu'ils vous offrent quand même 8% annuel sur ce genre de service, mais ça veut dire évidemment qu'ils vont également, eux, en tirer un bénéfice et qu'ils vont pouvoir en tirer une commission dessus. Donc ça reste intéressant, pourquoi pas.
En guise de conclusion sur la question, je dirais aussi que 1% de commission sur les trades, lorsque vous avez du Bitcoin ou de l'Ether qui est capable de faire plus 10% ou moins 10% sur une semaine, au final, la différence elle est relativement faible. Et donc, je dirais que ce n'est peut-être pas le point le plus important à considérer lorsque vous choisissez une plateforme. Il y a d'autres caractères et d'autres caractéristiques intéressantes à considérer, par exemple des choses comme l'accompagnement ou la sécurité ou le respect de la réglementation auquel vous faisiez allusion, qui doivent être également importants à considérer, et pas juste les commissions qu'on va vous proposer. Effectivement, bonne réponse. Valentin nous demande « Bonjour, je crois en la tokenisation d'actifs de la finance traditionnelle. Quelle crypto me conseillez-vous d'acheter, Morgane, afin de tirer profit de mes convictions ?» On pourra aussi poser la question à Manuel s'il a un avis sur cette question. On commence par vous, Morgane. Oui, alors sans donner de conseils financiers ici quand même à notre auditeur Valentin, je peux lui citer quelques projets qui sont très liés avec le monde de la tokenisation et qu'il va pouvoir analyser, creuser un petit peu et s'il le souhaite, potentiellement se positionner. Alors quand on parle de tokenisation, il faut aussi penser structure. Et en fait, la structure et ce qui rend possible la tokenisation, c'est une blockchain de type Ethereum. C'est grâce à Ethereum, d'ailleurs la plupart des projets se retrouvent sur Ethereum. Donc s'intéresser à Ethereum ou se positionner sur Ethereum, eh bien c'est indirectement être exposé aussi à la tokenisation. Ensuite, la plupart des projets de Real World Assets, les RWA, ils parlent souvent des oracles. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un oracle, c'est indispensable quand on fait de la tokenisation. Et un des réseaux d'oracles les plus décentralisés, importants que l'on connaît, c'est Chainlink. Et Chainlink est souvent également cité sur les projets de RWA. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin fondamentalement des oracles quand on s'intéresse à la tokenisation ? Eh bien, imaginons qu'on veut tokeniser un bien immobilier, on aura besoin du prix réel de ce bien. Eh bien, c'est exactement ce que fait un oracle. Un oracle va permettre de faire passer des données qui sont off-chain sur la blockchain. En fait, c'est vraiment ce qui fait le pont entre le monde réel et le monde de la blockchain. Donc, sans oracle, il n'y a pas de tokenisation. Et puis pour terminer, un projet qui est directement dans la narrative des RWA, ça pourrait être Ondo Finance. Ondo, ils ont justement pour but principal et pour mission de tokeniser des actifs financiers du monde traditionnel. Ça peut être des actions, des ETF, des bons d'État, des obligations. Enfin, ils font vraiment de tout. Ils ont un large panel. Et je pense que c'est une plateforme qui pourra parler à notre auditeur. Ils sont backés aussi par des personnages importants du monde institutionnel, comme par exemple BlackRock. Alors, si notre auditeur s'intéresse à Ondo, il faut quand même qu'il sache que le token va en fait être un token de gouvernance. Ce que ça veut dire, c'est que ça va lui donner aussi un droit de vote, en plus du fait de pouvoir acheter directement sur la plateforme. Alors attention, la tokenisation, c'est quand même un mouvement qui est arrivé avec l'arrivée des institutionnels, matérialisé notamment par les ETF depuis janvier 2024, et ça va prendre de l'ampleur dans les années à venir. Tous les projets de tokenisation ne vont pas tenir. Donc attention également aussi à l'aspect sécurité, parce que qui dit tokenisation dit smart contract, c'est-à-dire contrat intelligent. Et puis pour terminer, je pense que la régulation aussi, il faut faire très attention puisque ça pourrait impacter un projet de tokenisation. Manuel, votre avis sur ce choix des cryptos ? Alors absolument, je confirme ce que disait Morgane, c'est-à-dire le leader actuel du monde des RWA qui est disponible en tant que jeton sur une blockchain, c'est clairement Ondo. Je rajouterai un point par rapport à ce que disait Morgane, c'est que malheureusement, à l'heure actuelle, nous, en tant que particuliers, nous ne pouvons pas avoir des jetons tokenisés. On ne peut pas, par exemple, acheter des morceaux d'obligations du Trésor américain ou d'actions. Ouais. C'est destiné intégralement aux institutionnels. Donc pour l'instant, ce à quoi nous pouvons nous exposer, c'est uniquement aux tokens de gouvernance, tel que disait Morgane, et de profiter un peu de la manne des RWA par ce sens-là. Voilà pour une réponse très complète pour la question de Valentin. Vous continuez à nous écrire toute la semaine, crypto@bfmbusiness.fr. Lisa nous demande que faire si on perd notre ledger, Morgane.
Alors, la bonne nouvelle, c'est que si vous perdez votre ledger et que vous avez conservé vos 24 mots de passe, donc je rappelle pour contextualiser un petit peu, quand vous allez ouvrir votre ledger pour la première fois, vous allez recevoir 24 passphrases, 6 phrases, phrases de récupération. En fait, on a plusieurs appellations, mais ce que vous pouvez retenir, c'est que vous allez recevoir des mots aléatoires qui sont en anglais. 24. Et ce que ça représente vos clés privées. Je rappelle que les clés privées, c'est vraiment ce qui va prouver sur la blockchain que vous êtes le véritable propriétaire de vos actifs et ça va vous permettre de les dépenser. Donc c'est capital de faire une gestion correcte de ces 24 mots de récupération parce que justement dans le cas de la perte par exemple de votre ledger, ce qui peut toujours arriver, eh bien vous pourrez toujours récupérer vos actifs parce qu'il est important quand même de spécifier que nos actifs ne sont pas sur Ledger. Nos actifs, ils sont sur la blockchain. Ledger vous montre simplement, c'est une interface qui vous montre ce qui se passe sur la blockchain. Donc, à partir du moment où vous avez fait une bonne gestion et que vous avez vos 24 mots de passe, moi, ce que je recommande, pour ceux que ça intéresse, c'est toujours de faire plusieurs exemplaires de ces 24 mots de passe. Rien qui soit connecté à Internet. Et ça, c'est vraiment important de le spécifier. Ça peut être des versions papier, ça peut être des versions métalliques. Vous avez aussi peut-être l'opportunité de ne pas laisser les 24 mots au même endroit. Vous pouvez les scinder en 2 ou en 3 par exemple. Et ça va vous permettre de garantir que peu importe ce qui vous arrive au niveau de votre ledger, au niveau de votre ordinateur, peu importe, vous pourrez toujours récupérer vos actifs à partir du moment où vous avez vos 24 mots de passe. Par exemple, si vous avez vos 24 mots de passe, peu importe si vous êtes à l'étranger ou autre, vous recommandez un ledger ou une autre marque. D'ailleurs, c'est important de le spécifier. On ne doit pas forcément s'arrêter à Ledger. À partir du moment où c'est un portefeuille qui est compatible et qui peut recevoir vos 24 passphrases, 6 phrases, eh bien, vous allez toujours retrouver vos actifs. Donc ça, c'est ce qui peut rassurer peut-être notre auditrice, mais ça appuie bien l'aspect de nouveau sécurité qui est je dois être responsable et conserver à tout prix mes 24 mots de passe. Vous avez raison de dire qu'il n'y a pas que Ledger, mais c'est vrai qu'on est souvent tenté de dire Ledger parce que c'est notre licorne, c'est notre marque française. Donc évidemment, un petit peu de cocorico là-dedans. Il nous reste 4 minutes pour tous les deux. Je vois le cours de Bitcoin et on n'en a pas parlé depuis un certain temps dans cette émission. On est à 89 000 $ environ. Manuel, on est remonté par rapport au fin d'année 2025, début 2026. Et on voit que les cycles ne réagissent quand même pas exactement de la même manière que les précédents. Ça vous fait dire quoi, ce cycle qui se stabilise là juste en dessous des 100 000 ? Si le fameux cycle des 4 ans était respecté, ça voudrait dire qu'on devrait avoir une année 2026 qui serait catastrophique, avec des baisses de plus de 50% des cours, des choses qu'on avait vues notamment par exemple sur les années telles que 2022. Et de la même façon, on aurait dû avoir une fin d'année 2025 qui soit complètement exubérante, avec des croissances extrêmement importantes. Or, on ne le voit pas. Donc, il y a de plus en plus d'acteurs qui pensent que on est potentiellement sorti de ce fameux cycle de 4 ans pour 2 raisons fondamentales. La première, c'est que l'inflation sur le Bitcoin, on sait que l'inflation elle est causée par les mineurs qui créent du Bitcoin. Donc cette inflation elle ralentit au fur et à mesure du temps et donc son impact est de plus en plus faible. Et le deuxième point qui est majeur, c'est le fait que les institutionnels sont désormais très très présents sur le marché. On trouve à l'heure actuelle à peu près 8% des Bitcoins en circulation aujourd'hui qui sont soit dans des ETF, soit dans des entreprises telles que les Bitcoin Treasury Companies. Et évidemment, ces acteurs institutionnels, ils vont réagir à des facteurs qui sont très différents, notamment les taux d'intérêt de la Fed, le chômage aux États-Unis, tout ce genre d'indicateurs macroéconomiques qui auparavant étaient beaucoup moins importants dans le marché des cryptos. Donc, il est possible effectivement qu'on soit sorti de ce fameux cycle quadriannuel et qu'on soit rentré vraiment dans un nouveau paradigme qui pourrait aboutir à une année 2026 qui finirait globalement bien ou très bien en fonction. Mais on rentre clairement un peu dans une phase inconnue. Oui, c'est ça, on rentre dans une phase inconnue, mais c'est vrai que pour les perspectives, j'entends des choses plus positives que ce qui était prévu il y a encore quelques mois si on était entré en bear market. Vous avez 1 minute pour finir. Qu'est-ce que vous en pensez, Morgane, de ce cours ? Tout à fait. Alors effectivement, on est potentiellement sorti du cycle qu'on connaît de 4 ans avec un bear market qui dure 2 ans, 3 ans et alors un bull run qui dure plus ou moins 18 mois.
À voir. Alors, Ethereum a quand même eu un nouveau sommet historique, mais il était extrêmement proche de son dernier sommet historique, donc on n'a clairement pas connu ce qu'on a pu connaître nous dans le passé. Les investisseurs qui sont là depuis un moment, c'est-à-dire une vraie explosion. Bitcoin quand même a été touché à un niveau intéressant, mais c'est clair qu'on n'a pas eu ce qu'on attendait, c'est-à-dire un vrai bull run. Est-ce qu'on va l'avoir cette année? Est-ce que 2026 va nous réserver des belles surprises? On attend des ETF, on attend beaucoup d'ETF altcoin avec potentiellement une possibilité d'avoir du stacking qui est intégré. On attend des décisions comme par exemple au niveau des États-Unis avec Trump. Est-ce qu'on va avoir un achat direct des États-Unis pour accumuler du Bitcoin? Parce que si c'est le cas, les autres pays vont devoir aussi commencer à en acheter. Ça, ce serait quand même une excellente nouvelle. On a la tokenisation qui arrive de plus en plus. Donc, on a des banques aujourd'hui qui vont aussi proposer, même en Europe, en France, en Belgique, l'achat directement de crypto. Donc, je pense qu'effectivement, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. Ce cycle est différent, mais peut-être que ce cycle prendra juste un petit peu plus de temps que les cycles passés et que 2026 pourra être une année, je pense, qui sera en tout cas très intéressante à observer. Le prix actuel ne me stresse pas, au contraire. Je pense qu'on arrive à se stabiliser sur un niveau qui est très intéressant, mais on n'est peut-être pas au bout de nos surprises pour cette année. Exactement, et on va continuer à observer ces cours, ce changement de secteur, tout dans cette émission qu'on est ravis d'avoir tous les jours sur BFM Business. Merci à tous les deux, Morgane Ellandus, fondatrice de Crypto 360, Manuel Valente, directeur scientifique de CoinHouse. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission pour nous donner votre avis, vos précieux conseils sur les cryptos. crypto@bfmbusiness.fr, c'est notre adresse si vous voulez nous poser des questions. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. BFM Business, BFM Crypto, le club.